Salut les amis, bienvenue dans ce petit épisode sur les bases. On pourrait parler ici d'éclairs d'infos ou d'autres choses, mais en fait, je pense qu'il vaut mieux le mettre dans les bases, et pas seulement les bases de l'utilisation d'un véhicule électrique. Les bases de l'utilisation d'une voiture moderne, tout simplement. Depuis quelques années, je suis assez souvent confronté à des situations assez ubuesques, en tout cas qui sont très surprenantes pour les clients, concernant des petits chocs qui ont des conséquences énormes, avec des coûts de réparation énormes, avec des fonctionnements erratiques de leur véhicule, etc. J'ai eu récemment 2 mails d'abonnés qui ont eu ce genre de soucis et qui ne comprennent pas forcément le pourquoi de tout ce qui se passe. Dans certains cas, un microscopique incident débouche sur une situation extrêmement anxiogène et qui peut être vraiment problématique. Et je voulais vous en parler parce qu'il est très important de comprendre qu'aujourd'hui, la sécurité des véhicules est meilleure, mais que cela impose aussi des contreparties. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Je démarre cet épisode avec un compte à rebours. Aujourd'hui, nous sommes à moins de 3000 abonnés, des 100 000. C'est génial, merci à vous. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci également à ceux qui ont mis des tips dernièrement, parce que j'ai strictement pas le temps de répondre à tous les messages. Franchement, je suis sous l'eau. Donc un grand merci, vous m'aidez énormément pendant cette période de transition où mon travail annexe ne me permet pas encore de générer des revenus, mais ça va venir, j'espère, assez rapidement. Donc merci, vous me donnez un coup de main pour tenir le choc d'ici là, et pouvoir faire les deux activités en ayant l'esprit un peu plus serein. Voilà. Bien, ceci étant dit, on va parler de la sécurité aujourd'hui. Je vais vous raconter deux histoires. Deux histoires qui sont vraies et qui vont vous donner une idée de ce dont on parle. La première histoire se passe dans les années 70. Mon papa s'était rendu à Strasbourg. Et donc, journée d'été, il faisait extrêmement chaud. Ce jour-là, en plus, ma foi, il y avait beaucoup de circulation et mon père devait aller chercher je ne sais plus quoi au centre commercial Centre Hall, pour ceux qui connaissent, donc à Strasbourg, centre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque, les voitures pouvaient circuler et il y avait des places de parking en créneau juste devant l'entrée du Centre Hall. Ça peut paraître complètement surréaliste aujourd'hui, mais à cette époque-là, vu qu'il n'y avait pas tant de voitures qu'aujourd'hui, c'était encore jouable. Et arrivé à un feu, mon père s'est arrêté. Il y a une fumée noire qui est sortie du capot de la voiture. Ni une ni deux, il a réagi. Il a récupéré un grand chiffon qu'il avait dans son coffre, ouvert le capot, ce qu'il n'aurait pas dû faire d'ailleurs. Un policier qui était là, pas loin, qui est venu lui donner un coup de main, avec sa veste d'uniforme. Et donc, ils ont étouffé le feu comme ça, avec des chiffons, machin, ils n'avaient pas d'extincteur. Depuis ce jour-là, d'ailleurs, mon père a toujours eu un extincteur dans la voiture. Et qu'est-ce qui s'était passé? En fait, quand on est retourné au garage, on s'est rendu compte que il y avait une durite de retour de carburant qui s'était détachée. Cette durite avait touché des pièces chaudes. Avec la grosse chaleur qu'il y avait eu, eh bien, ma foi, ça a suffi à faire prendre feu les gouttes d'essence qui tombaient. Les dégâts matériels étaient relativement réduits, pas de dégâts humains, ce qui est bien. Mais au final, un petit problème aurait pu déboucher sur quelque chose de plus important. Maintenant, je vais vous parler d'une deuxième situation, où là, c'est un papa et son petit garçon qui ont failli y laisser leur peau. Guillaume est un de mes amis et il avait à l'époque une Ford Mustang 1966. Cette auto était extrêmement bien entretenue. En plus, Guillaume étant mon detailer habituel avec Guigui Shine Shop, clairement, elle était nickel de chez nickel. Lui, il adore avoir des voitures super propres, super entretenues. Il travaille dans l'automobile, il est commercial auto. Et donc, voilà, c'est quelqu'un qui est extrêmement soigneux. Et un jour, qui prend sa voiture pour aller chercher le pain avec son fils, il se retrouve sans frein. Et là, c'était une grosse révélation pour lui.
parce que il a vécu dans un monde où, quand il y a un problème de frein, il y a un voyant qui s'allume au tableau de bord. Quand il y a un problème moteur, il y a un voyant qui s'allume au tableau de bord. Sur une Mustang, il y a 2 voyants rouges qui existent, c'est tout. Température d'eau, pression d'huile. Et c'est des voyants, c'est tout. Autrement dit, pour les freins, il n'y avait aucun contrôle. Et donc, lorsqu'il a pris sa voiture, rien ne lui indiquait que les freins ne fonctionnaient plus. Tout comme mon père, où rien ne lui disait qu'il y avait un problème sur le circuit d'essence, eh bien, c'était des voitures où il n'y avait aucun feedback pour le propriétaire de la voiture, et donc il devait réagir au moment où le problème intervenait. Avec l'informatisation des voitures et la modernisation, eh bien, on a eu un feedback. C'est-à-dire que la voiture s'auto-teste en permanence. Et ça a commencé à exister, je dirais, dans les années 90, un peu à l'arrivée des injections électroniques. Et petit à petit, on a eu des alertes airbags, on a eu des alertes freins, on a eu plein de petites choses qui ont fait que la voiture s'auto-testait et donnait une information de fonctionnement. Jusque-là, il n'y avait pas encore beaucoup de fausses alertes. Puis, dans les années 2000, sont arrivés les systèmes anti-pollution. Très clairement, ces systèmes ont déclenché un biais chez les conducteurs qui est très préjudiciable à la sécurité. En effet, les systèmes anti-pollution génèrent assez souvent des alertes intempestives. Donc entre les vannes EGR, les catalyseurs et les filtres à particules qui vont déclencher un voyant moteur, qui vont déclencher des problèmes sur les turbos à géométrie variable, etc. Donc les gens se sont habitués à avoir des voyants orange, voire rouge, allumés au tableau de bord avec une auto qui fonctionne en apparence parfaitement. Même si elle pollue plus, on s'en fout. De toute façon, ce qu'on rejette derrière, c'est derrière. Bon, ça, c'est pour ceux qui en ont rien à foutre de l'environnement et rien à foutre de leurs congénères. Donc, ça, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à rouler avec des voyants. Les contrôles techniques ont commencé à se battre contre ça. Et aujourd'hui, en fait, l'allumage du voyant, c'est « Ok, il se passe quelque chose, mais balèque. On continue à rouler jusqu'à ce que ça roule plus. » Et ça, c'est un problème. C'est un problème qu'on va rencontrer aujourd'hui dans les voitures modernes, parce qu'une voiture moderne, contrairement à même aux voitures des générations 2000, on va avoir certaines choses comme les antipatinages, les ESP, les freinages d'urgence autonomes, l'aide au suivi de voie, qu'est-ce qu'il peut encore y avoir? L'ABS, bien sûr, tout ce qui est freinage. En fait, la voiture, elle contrôle beaucoup de choses, et lorsqu'on va arriver dans une voiture électrique, alors je vous parle pas d'une Peugeot à 136 chevaux, où là, le contrôle de traction... on s'en tape un peu. Mais quand on va passer sur des voitures avec des couples énormes, comme sur une Tesla, ma foi, rouler en ayant débranché tous ces systèmes-là, je peux vous dire que c'est du sport. Pour ceux qui ont des modèles 3 perf, coupez toutes les aides à la conduite, mettez-la en mode track, et vous allez voir que c'est pas si facile que ça à gérer. Donc la voiture, pour permettre un contrôle général, va devoir avoir des capteurs. Capteurs d'ABS, centrale inertielle. Alors une centrale inertielle, c'est une centrale qui va avoir des accéléromètres qui vont permettre de déterminer l'attitude du véhicule. Je ne parle pas d'altitude, je parle d'attitude. L'attitude, c'est la rotation du véhicule sur 3 axes et la translation du véhicule sur 3 axes. Donc grâce à cela, l'ESP, c'est ce qui est en train de se passer, en plus de ce qu'il reçoit par rapport au capteur ABS-ESP qui détermine la rotation des roues, etc. Il y a même des capteurs sur les suspensions, etc. Donc une Tesla est équipée d'un nombre impressionnant de capteurs. Capteurs qui sont essentiels à l'ordinateur pour pouvoir déterminer dans quelle situation se trouve la voiture et avoir une réaction proportionnée et justifiée. Tout ça veut dire une chose qui est très importante, c'est que la voiture ne doit pas avoir une réaction qui est inappropriée et qui pourrait potentiellement perturber le conducteur au point de provoquer un accident. Ça, c'est inacceptable. Donc, dès qu'un des capteurs ne fonctionne plus, eh bien, ping, tous ces systèmes se coupent. Tous. Et ça, c'est super important. C'est ce qui fait que quand il y a un capteur qui lâche, eh bien, tout d'un coup, vous avez une ribambelle d'alertes qui se mettent au tableau de bord, qui sont anxiogènes certes, mais qui vous disent « Arrêtez-vous, ne roulez plus !» En cas de petit choc, et je ne parle pas des nouvelles Tesla qui n'ont plus de capteurs ultrasoniques ou de capteurs d'angle mort, etc. Je parle vraiment des voitures qui ont tous ces capteurs, ces lidars, etc. Si vous tapez un pare-choc, vous allez
abîmer le lidar, mais peut-être qu'il fonctionne, mais mal. Quelque part, dès qu'une anomalie est détectée, il est impératif que l'ordinateur coupe tous les systèmes d'assistance, mais qu'il en informe également le conducteur, pour que celui-ci prenne la mesure de l'importance de ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, la législation impose d'informer, mais on se rend compte que de manière régulière, des personnes qui vont avoir des chocs vont passer outre les alertes. Alors, dans 9 cas sur 10, vous passez outre l'alerte, il ne se passe rien. Vous allez au garage, vous réparez, c'est bon. Mais dans le 10e cas, il y a peut-être quelque chose de grave de cassé. Et même en roulant à 80 ou 90 sur une autoroute ou sur une voie rapide pour aller se rendre au garage, eh bien, un bras de suspension peut lâcher. Un système de frein peut lâcher. Un système électrique peut lâcher, provoquant un court-circuit. On sait ce que ça donne sur les batteries au lithium. Donc, comme dit, un petit choc, même si en apparence il est très faible, peut vous donner des conséquences énormes et vous provoquer un accident, un suraccident extrêmement grave. C'est pour ça aujourd'hui que je vous fais cet épisode. Lorsque vous avez un petit choc, ne négligez pas de dépenser, allez, 50, 100, 150 € pour faire regarder la voiture par un professionnel. Et pour s'en convaincre, je vais vous parler de la situation d'un de mes clients. À l'époque où je travaillais chez Mazda, j'avais un client qui avait une Mazda 3. Mazda 3 assez récente, hein, la voiture très bon état. Et donc l'auto arrive chez nous à l'entretien. Et moi, mon bureau, à l'époque, c'était en 2019, donc c'était la dernière année où j'étais là-bas. Mon bureau était chez Kia, et je voyais les voitures qui rentraient dans l'atelier, et je me retourne et je regarde la voiture, et je dis, mais elle a pris un choc à l'arrière. Je suis allé voir le client, je dis, écoutez, bonjour, machin, vous allez bien, machin, discuter, et puis je lui dis, mais vous avez pris un choc derrière? Il dit, oui, oui, oh, bah, ça fait déjà au moins 6 mois. Vous voulez pas qu'on regarde ce qu'il y a en dessous, parce que bah, potentiellement, il y a peut-être autre chose de cassé. Oh ben non, moi j'ai pas d'alerte, il n'y a rien au tableau de bord, tout va bien, donc je pense que tout fonctionne. Non, non, vous embêtez pas. Alors en discutant, mon client avait reculé dans un mur en béton. Pas un plot, hein, un mur bien plat, et puis bien à plat. Quelques semaines plus tard, je vois la voiture arriver sur dépanneuses, l'arrière, mais complètement défoncé. Mais vraiment défoncé. Et le client est venu 5 ou 6 jours plus tard voir sa voiture, parce qu'elle était déclarée épave, hein, donc la coque était pliée. Bah, le client est arrivé, minerve, etc. Il avait subi une opération au niveau de la colonne vertébrale. Et il est venu me voir et il m'a dit, vous savez, je crois que j'aurais dû vous écouter. Je dis, ah bon? Je dis, pourquoi? Il me dit, bah voilà, j'ai pris un camion derrière, j'étais à l'arrêt, un camion m'a tapé. Quand l'expert a démonté et regardé ce qui s'était passé, la crash box, en l'occurrence sur les Mazda 3, c'était une pièce en polystyrène, mais ça peut être une pièce en plastique alvéolé. La crash box, c'est une pièce qui va se comprimer et s'éclater en petits morceaux pour dissiper l'énergie d'un choc. Et donc l'expert a expliqué au client que lors du premier choc, la crash box avait été écrasée et le pare-choc était revenu en place. Ce qui fait que à l'emplacement, à l'intérieur, dans l'espace qui aurait dû être rempli par la mousse, il n'y avait plus que de l'air. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir ça pour amortir le choc, eh bien, il n'y avait plus qu'une crash box déjà écrasée qui n'a rien amorti du tout. Donc, l'expert a expliqué quand même au client qu'il y a de fortes chances que s'il avait eu une crash box en bon état, eh bien, il serait ressorti indemne de l'accident avec le camion. Cet épisode m'a été inspiré parce que j'ai eu des mails, alors pas qu'un, mais plusieurs, et un dernièrement, concernant justement les alertes et des situations où on reprend la voiture et puis il y a un truc qui va pas. Faites-la contrôler par un mécanicien, ne roulez plus avec. Aujourd'hui, la réglementation oblige le constructeur à vous informer. Peut-être qu'un jour, elle obligera la voiture à s'arrêter. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouvera dimanche où on parlera de nouveau d'informatique et de connectivité. Et croyez-moi, ça va être super intéressant. Donc ne ratez pas cet épisode, et si vous n'êtes pas abonné, si mon contenu vous plaît, allez-y, abonnez-vous, faites péter les scores, qu'on arrive à ces 100 000 enfin, après 5 ans de bons et loyaux services. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route, et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien.